Bonjour, aujourd'hui je vais vous dire pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, pourquoi l'univers existe. C'est une question que se posait déjà le philosophe et mathématicien Leibniz et qui a été, disons, contournée par le fait que, comme il disait ne peut pas y avoir d'effet sans cause, c'est la preuve de l'existence de Dieu. Mais en fait, il ne dit pas qui a créé Dieu. Et la question reste entière. Pour essayer de comprendre comment l'univers a commencé, nous allons essayer de nous représenter l'univers tel qu'il était à son commencement. Facile à dire, pas facile à imaginer. Essayons de nous représenter un univers vide de toute matière. On ne peut pas se représenter un univers vide sans s'imaginer nous-mêmes observateurs au milieu de cet univers vide. Le plus difficile est de se représenter cet univers sans observateur. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas de matière, le temps n'existe pas. Donc on ne peut pas se demander ce qu'il y avait avant l'univers. Il n'y avait pas d'avant. Là où on atteint la limite de l'imaginable, c'est que en fait l'espace n'existait pas non plus. Donc s'il n'y avait rien, comment tout a bien pu commencer et pourquoi? Certains ont pensé résoudre la question de l'origine de l'univers en supposant que l'univers est cyclique, qu'il passe par une phase d'expansion, puis de contraction jusqu'à un Big Crunch. De là repartirait un nouveau Big Bang, puis une phase d'expansion, puis de contraction, et ainsi de suite à l'infini depuis toujours, ce qui supposerait qu'il n'y ait pas eu de commencement. Je n'y crois pas trop parce que le temps est le vecteur de l'entropie de l'univers. Il permet de diffuser dans l'espace la chaleur produite par les étoiles. L'espace aussi est un vecteur d'entropie parce qu'il permet à cette chaleur d'être évacuée. Dans un univers en contraction, la chaleur serait évacuée dans un espace de plus en plus restreint et le temps et l'espace s'opposeraient dans leur fonction de vecteur d'entropie. Et à partir du moment où la température de l'espace atteindrait la température des étoiles, on atteindrait là la mort thermique de l'univers, non pas par dilution totale de la chaleur, mais au contraire par une concentration suffisamment forte de la chaleur pour qu'il n'y ait plus de différence de chaleur entre deux points. Ce n'est pas l'absence de chaleur qui crée la mort thermique de l'univers, c'est l'absence de différence de température entre deux points de l'univers. Et donc le temps et l'espace s'opposant dans leur fonction de vecteur d'entropie, le temps n'aurait plus de sens. Et le temps n'ayant plus de sens, on n'atteindrait jamais le Big Crunch. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que ce concept d'univers cyclique soit réaliste. Quel a été le facteur déclenchant de l'univers? La petite étincelle qui fait que tout est parti. Les physiciens proposent l'idée que s'il n'y a aucune particule, le principe d'incertitude n'étant pas respecté, l'univers n'a pas d'autre choix que d'exister. Mais cette proposition suppose que les lois physiques aient été antérieures à l'univers, ce qui n'est pas possible puisque le temps n'existait pas. Néanmoins, on n'est pas très loin. En reprenant la même supposition formulée différemment, on peut peut-être arriver à trouver une solution. Pour que le néant n'engendre rien, il faudrait que l'espace-temps puisse être à la fois nul et indéterminé. Et ce ne sont pas deux notions tout à fait semblables. Zéro n'est pas une incertitude, c'est quelque chose de comptabilisable, c'est déterminé. L'espace-temps ne pouvant pas être à la fois déterminé et indéterminé, ça a pu être à l'origine d'une tension que l'on a appelée fluctuation quantique. C'est de là que tout est parti.
En fait, s'il existe quelque chose plutôt que rien, c'est parce que le rien est un état instable, donc quelque chose est obligé d'exister. Voilà. Maintenant, les fluctuations quantiques ne sont pas capables à elles seules d'engendrer toute la matière de l'univers. Il est possible de tirer de l'énergie à partir de rien, mais le néant reprend ce qu'il a prêté. Par exemple, pour créer une paire de particules quark-antiquark, la durée d'une telle paire est de 10 puissance moins 23 secondes. Le produit de la quantité d'énergie par le temps est une constante. Donc comme il y a environ 10 puissance 80 particules dans l'univers, la période pendant laquelle l'énergie nécessaire à toutes les particules de l'univers est disponible ne dépasse pas 10 puissance moins 112 secondes. Pour du court terme, c'est du court terme. Comme en théorie, rien ne peut se produire en dessous de 10 puissance moins 43 secondes, l'univers n'aurait jamais pu exister. Les fluctuations quantiques sont donc capables de produire un échantillon de chaque particule élémentaire, mais pas toute la masse de l'univers. C'est le détonateur du Big Bang et pas l'explosif tout entier. Donc d'où vient toute la matière de l'univers? On ne peut pas créer quelque chose à partir de rien, mais on peut créer quelque chose et un anti-quelque chose. S'il y a eu apparition de matière, il y a forcément eu apparition d'antimatière. Mais pour qu'il y ait création de matière et d'antimatière, il faut de l'énergie. Donc là, pareil, le problème se pose toujours par rapport à l'énergie. On ne peut pas faire apparaître comme ça une énergie d'autant plus colossale qu'elle a permis la création de toute la matière et de l'antimatière de l'univers. Pour l'instant, officiellement, on n'a pas de réponse. On pourrait supposer qu'il ait existé une anti-énergie. Apparemment, ce n'est pas possible puisque le photon est sa propre antiparticule. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une anti-énergie, c'est une énergie antigravitationnelle. C'est-à-dire, on peut supposer que les particules ne soient pas apparues par paire, mais par double paire. Une paire matière-antimatière et une antipaire matière-antimatière. Ça serait le moyen de justifier l'existence d'une anti-énergie. Donc comme les paires et les antipaires se repoussent, elles ont créé leur propre univers dans une direction temporelle opposée. À partir du Big Bang, les paires ont créé notre univers et les antipaires un anti-univers qui par rapport à nous remonte le temps mais en fait qui évolue vers son propre futur, un anti-futur. On fait toujours l'hypothèse quand on parle du Big Bang qu'à l'instant zéro ou très proche de l'instant zéro, la densité de l'univers était infinie, mais pas du tout. La théorie de l'inflation prévoit une période de prolifération des particules à densité constante. C'est-à-dire que pendant cette inflation cosmique, l'univers augmente d'un facteur énorme en une fraction de seconde, mais l'expansion, au lieu de créer des espaces vides entre les particules, crée de nouvelles paires de particules qui s'annihilent, se reforment, sans cesse. Et comme ça, on évite à un certain moment d'arriver à une densité infinie de particules. Ça, c'est la théorie d'Alan Guth en 1980. Dans mon idée, l'inflation est correcte, mais au lieu d'assister à une prolifération de paires de particules, c'est une prolifération de doubles paires de particules. Les antipaires créés à ce moment-là, pendant la phase inflationnaire, s'en vont vers le passé, vers leur propre futur. Alors que les paires continuent leur progression vers notre futur à nous, dans notre moitié d'univers, disons, hémi-univers. Le résultat de tout ceci, c'est que quelqu'un qui serait stationné au temps zéro
assisterait à un chassé-croisé de paires et d'antipaires qui rejoindraient chacune leur propre hémi-univers. Et comme l'inflation a duré un certain temps, même très court, mais que pendant ce temps-là, l'univers a grandi de façon exponentielle, ce chassé-croisé de paires et d'antipaires occupe un certain volume d'univers, et donc au temps zéro, on n'a pas un univers nul, on a un univers qui a déjà une grande dimension. Et c'est ce qui pourrait expliquer qu'on croit que l'inflation a dépassé la vitesse de la lumière. Parce qu'il faut que l'inflation dépasse la vitesse de la lumière pour aboutir à un univers qui a l'homogénéité qu'on lui connaît actuellement. Et là se pose une question, pourquoi l'inflation s'est arrêtée? Parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle s'arrête, mais en fait l'univers a atteint un très haut niveau de déséquilibre, ce qui a pu modifier la vitesse d'écoulement du temps. Je l'expliquerai dans une autre vidéo. Et la conséquence de ça, c'est que la température a diminué et la prolifération des paires et antipaires s'est arrêtée. Et là, chacune, paire et antipaire, rejoint leur hémi-univers respectif et a lieu une dernière annihilation entre matière et antimatière. Alors là, il y a eu un excédent de matière dans notre univers. Je l'expliquerai dans une autre vidéo, mais la force nucléaire faible a joué un grand rôle dans cette annihilation parce qu'elle a créé un déséquilibre entre la matière et l'antimatière. Une petite partie de l'antimatière s'est transformée en matière. Probablement qu'une partie de la matière s'est transformée en antimatière, mais en quantité moindre. Et du coup, quand il y a eu l'annihilation générale, c'est la matière qui est restée en excédent. Ce petit excédent de matière représente 1/1000 de l'ensemble de la matière originelle de l'univers. L'asymétrie de la force nucléaire faible trouve sa contrepartie symétrique dans l'anti-univers. Donc si dans notre univers c'est la matière qui a dominé après l'annihilation, on peut supposer que c'est l'antimatière des antipaires qui domine dans l'anti-univers. Ce modèle d'univers met en évidence la différence qui existe entre la thermodynamique et la gravitation. Pour la thermodynamique, deux particules de même signe se repoussent et deux particules de signe opposé s'attirent. Pour la gravitation, deux particules de même signe s'attirent et deux particules de signe opposé se repoussent. Cette seule différence fait toute la différence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Oh, elle est fraîche cette année. Oh là là. Ouf, 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 ouf. Au revoir. Vive l'univers! Ouais, je te casse là. Ah, c'est pas beau tout ça. Hein?